bienvenue sur le plateau de CX Paris. Je vais commencer avec vous, Sandra Collomb. Vous êtes directrice marketing pour les solutions d'expérience client, évidemment, chez OBS. Est-ce que vous pouvez peut-être nous rappeler dans un premier temps rapidement l'organisation d'OBS? Bien sûr. Donc, au sein d'Orange Business Services, nous avons une entité dédiée à la Customer Experience, mais aussi à l'Employee Experience. Donc dédiée à traiter nos clients, je dirais, B2B, en France et à l'international. Et nous nous appuyons sur nos atouts, on dirait, d'opérateurs, mais surtout aussi sur notre savoir-faire d'intégrateur IT. Et la combinaison, c'est l'expérience, je dirais, convergente qu'on offre à nos clients dans le cadre de leur transformation digitale. On m'a dit une équipe de 5000 personnes, c'est ça à peu près pour la Oui, transfo? oui, largement, on va dire 5000 personnes, des gens qui sont dédiés à la vente, mais également en support de nos clients, des professional services, des experts. Voilà. C'est bien noté, merci beaucoup. Aurélien Lager, vous êtes responsable en charge des partenariats chez Genesis. Vous suivez en l'occurrence le compte Orange Business Services. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de réaliser une présentation en duo dans la rubrique des best practices de ce CX Paris? Alors pour une raison très simple, en fait, OBS est un partenaire majeur, un partenaire Platinum depuis 20 ans de Genesis. Donc c'est la raison pour laquelle on a décidé d'illustrer ce cas avec eux. D'accord, ok, bah écoutez, c'est simple et efficace. Les entreprises travaillent conjointement depuis un moment, c'est ça? Tout à fait, depuis, comme on le disait, 20 ans. Tout d'abord sur nos solutions on-prem dans un premier temps, dans le passé, et depuis un certain temps maintenant sur nos solutions cloud qui permettent d'avoir beaucoup plus d'agilité. C'est noté, merci pour ces précisions. Sandra, on arrive maintenant au cœur du sujet qui va nous occuper aujourd'hui. Comment est-ce qu'on améliore à la fois l'écoute client et comment est-ce qu'on peut, dans le même temps, si j'ose dire, faire évoluer son service de prise en charge via le digital? Alors, c'est vrai que l'expérience client, on le vit tous les jours en tant que consommateur et les marques s'interrogent sur l'amélioration permanente. Dans le cas de notre expérience avec le client URSSAF Caisse Nationale, l'objectif c'était d'amener, de transformer les parcours, de délivrer plus de services. Ça fait partie de leurs engagements auprès de leur public, que sont les cotisants. On connaît tous l'URSSAF, c'est une entreprise qui collecte les cotisations pour pouvoir financer la sécurité sociale. Et donc, effectivement, ils adressent à des publics un peu variés quand même, puisque ça va des grandes entreprises, mais également du particulier qui, à un moment donné, a un cotisant pour ne serait-ce que faire garder ses enfants. Donc, tout le monde connaît un peu ces mécanismes-là. Donc, l'objectif, c'est de travailler sur les parcours différenciés et sur les services, développer les services. Et la technique, je dirais, utilisée par l'URSSAF, ça a été de travailler sur, donc, bien évidemment, la simplification des parcours. L'idée, c'est d'avoir un customer effort plus bas, donc faire moins d'efforts pour pouvoir accéder à l'information et accéder à vos attentes. C'est aussi pour eux développer la proactivité, parce que l'idée de l'URSSAF dans la délivrance des services, c'est de faire en sorte aussi d'interpeller les cotisants qui peuvent avoir des moments douloureux dans leur parcours et donc d'être proactifs et de ne pas attendre le coup près, on va dire, que l'on a pu connaître par le passé. Et bien évidemment, ça, en utilisant les différents canaux disponibles aujourd'hui pour l'ensemble des consommateurs, pas simplement la voix et le courriel qui étaient historiques, mais en allant vers les canaux digitaux dont on va parler plus longuement après. Et enfin, une autre ambition qui est quand même assez élevée, puisqu'on vise 100%, c'est effectivement d'apporter la réponse aux cotisants, au public, dès la première interaction. Et c'est vraiment un des KPI majeurs aujourd'hui des centres de relations clients en France comme à l'international. Et je précise que le projet a été lancé en 2018, c'est bien ça? Oui, alors c'est bien évidemment, on est en 2018, on est en 2021, on va se dire waouh, 3 ans pour faire tout ça, mais on est face à une organisation qui est quand même assez conséquente. L'URSSAF de Paris, aujourd'hui, c'est environ 5000 conseillers par jour qui je dirais, au travers de leurs différents planning, shifts, comme on appelle dans notre monde. C'est 4000 dans des phases de pic, 4000 connexions simultanées, c'est-à-dire 4000 personnes qui vont répondre aux cotisants sur des canaux, alors historiquement voix et mail, et vous voyez sur le slide derrière moi les volumes, ce n'est pas des petits volumes. Donc c'est vrai que c'est un projet de transformation profond, ambitieux, mais qui a été fait, et c'est là le retour d'expérience qu'on va vous apporter, qui a été fait de manière très agile,
qui a pris du temps, mais dans un mode géré de test and learn, et je crois qu'on va le développer après ensemble. Effectivement, on va en parler justement, c'est un peu ce que j'allais vous demander. Comment est-ce que vous avez accompagné l'URSSAF Caisse nationale? J'allais dire la première étape dans le processus, ça a été quoi déjà? La première étape, ça a été un diagnostic, un audit qu'on a scindé en deux parties. La première, c'était d'utiliser les données qui sont déjà disponibles dans le centre de contact, dans le centre de service de l'URSSAF. Notamment, aujourd'hui, tous les centres de contact enregistrent les communications à des fins de formation, etc. Mais c'est une utilisation très en petit volume, puisque c'est de la réécoute, c'est très fastidieux. Grâce finalement maintenant aux technologies liées à l'analytics, au speech analytics, on a le moyen finalement de faire de l'étude de masse et surtout derrière d'être capable de zoomer en profondeur sur des sujets bien précis, de manière à comprendre en fait ce que vivent les appelants, les cotisants, et derrière de travailler les plans d'action. Donc l'intérêt là sur l'URSSAF, c'est d'avoir fait ce speech analytics sur un volume important, d'avoir aussi en parallèle travaillé le diagnostic autour de l'activité opérationnelle, c'est-à-dire c'est bien beau de comprendre ce que veulent les cotisants, mais il faut aussi comprendre ce que vivent les agents qui aujourd'hui répondent à vos demandes, et puis d'essayer de faire matcher ça avec bien évidemment des contraintes de budget, des contraintes de ressources, et puis des contraintes de temps. On ne peut pas tout faire d'un seul coup, donc le Big Bang… ça a pu créer la Terre, mais en tout cas, ça ne crée pas la relation client de demain. Voilà. Ouais, donc, c'est ça l'ambition. Et puis après, on parlera des différentes étapes par lesquelles on est passé. Vous avez travaillé avec la DSI, c'est ça? Oui, alors bien évidemment, notre interlocuteur, je dirais le leader du projet au sein de l'URSSAF, c'est la DSI, c'était M. L'Herbier. Mais bien évidemment, on a impliqué les métiers. On ne fait pas un projet autour de la relation cotisant-client, enfin, quelle qu'elle soit, sans impliquer les métiers. Et c'est clé pour ne serait-ce que l'adoption, le fameux test and learn, etc. Effectivement. Alors, vous nous parliez juste à l'instant, Sandra, de 4 phases, c'est ça? La première, comment ça s'est passé? La première, c'est ce que je disais, ça a été ce qu'on appelle le speech analytics dans notre jargon, donc l'étude des gros volumes. Donc, on parle de 20 000 appels à analyser, 26 000 courriels. On n'a pas fait simplement que la voix, on a fait aussi du text analytics. Ça s'est complété avec des entretiens avec des agents, des encadrants, enfin tous ceux qui contribuent à un moment donné à traiter la relation cotisant. Et puis, on a fait aussi en parallèle pour compléter des enquêtes, à peu près 3 000, 3 500 enquêtes, pour consolider en fait cette vision externe et interne. Voilà. Et donc, cette phase-là a été réalisée au courant 2018 et on a mis en place les premières opérations initiatives au courant 2019. Vous êtes appuyé sur quel dispositif pour ce que vous nous évoquiez à l'instant, c'est-à-dire l'analyse des parcours cotisants? Ça s'est fait comment, par mail notamment, c'est ça? En fait, l'analyse des parcours cotisants, ça fait partie en fait aussi des entretiens et des réponses. L'output, le résultat de cette phase d'analyse et de diagnostic, ça a été de travailler sur des parcours personnalisés. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ils ont des publics variés, avec aussi des services. On connaît le page emploi, le TZ, qui est le titre emploi service entreprise. Donc, il y avait des problématiques liées à des services qui sont déjà bien, on va dire, packagés dans le monde marketing. Et puis, les questions tout venant du cotisant, qui sont liées, en fait, principalement à leur statut, soit indépendant, soit particulier. Puis même dans les indépendants, il y a différentes branches d'activité. Et on sait qu'aujourd'hui, on va en parler dans le cadre de la crise du Covid, mais la branche auteur, profession artistique a été très touchée. Et donc, c'est une population qui a un mode de fonctionnement. Donc l'idée, c'était d'adapter les canaux, les parcours à son public en fait. C'est bien noté. Aurélien Lagier, on va se focaliser, si ça vous va, sur un des points de ce retour d'expérience client. J'aimerais qu'on mette en lumière aujourd'hui celui qui concerne la rationalisation des infrastructures voix. C'est quoi vos préconisations à ce sujet? Alors, de manière générale, ce qu'on peut constater, c'est qu'effectivement, dans le passé, il y avait énormément de complexité sur la partie effectivement du flux vocal, donc tout ce qui va toucher au SVI, et beaucoup de parcours. Les précos, les best practices, pour nous, elles sont assez simples en fait. Il faut principalement rationaliser, d'accord, amener beaucoup de fluidité, donc ça va passer typiquement par du bot, avec du langage naturel, et aussi penser à quelque chose de global au niveau du parcours client. Avant, on avait tendance à penser à plusieurs branches, de segmenter les différents canaux. Aujourd'hui, je pense que la vraie best practice, c'est de se placer tout simplement dans la peau d'un client, d'accord? Et deuxièmement, d'avoir un parcours pensé global, cross-channel. On parle beaucoup aussi, Aurélien, et de plus en plus aujourd'hui, d'un besoin d'empathie, d'un besoin d'accompagnement de l'humain sur des tâches à plus haute valeur ajoutée.
Comment est-ce que vous faites chez Genesis pour vous appuyer ou pour permettre ça justement aujourd'hui? Alors c'est très simple, effectivement, vous l'avez dit, on a parlé de bots, c'est bien, les bots vont amener beaucoup d'avantages, on l'a dit, donc ça va amener effectivement la partie, je dirais, haute disponibilité, puisque vous avez une ouverture 24/7 grâce aux bots. Vous allez pouvoir avoir tout le traitement des, ce qu'on appelle nous les faibles valeurs ajoutées, donc le self-service, les questions basiques, le self-care, voilà. Mais effectivement, il y a des questions et des demandes de clients qui peuvent nécessiter l'accompagnement d'un humain. Et donc c'est là, grâce à nos solutions, nous sommes capables d'engager un bot, en premier lieu, de détecter effectivement l'empathie nécessaire ou le besoin nécessaire d'escalade vers un agent. Et donc nous allons escalader quand c'est nécessaire et vraiment pour des tâches à valeur ajoutée, l'interaction vers un agent. Ça va amener aussi un confort pour les agents puisqu'ils vont être débarrassés des tâches, je dirais, à faible valeur ajoutée et ils vont amener leur expertise sur un volume plus restreint d'interactions à forte valeur ajoutée. Alors, qui dit solution, en l'occurrence, dit bénéfice. On est bien fait. d'accord, en tout cas, c'est l'idée. Est-ce que vous avez des résultats chiffrés de vos solutions Oui, tout à fait. sur l'optimisation du routage, justement, nous Oui, partager tout à aujourd'hui? fait. Je pense qu'il faut déjà découper deux phases. Il y a la première phase, donc des gains qui va être liée sur l'entreprise, principalement, et l'autre partie sur la customer experience. Ouais. Sur la partie entreprise, en fait, c'est assez simple. On va diminuer le nombre d'interactions escaladées vers les agents, je dis donc bénéfice des agents. On a 7% de moins d'interactions quand même qui sont escaladées vers les agents. On a un bénéfice, un temps de traitement des interactions de 2,5% en moins sur les interactions. Alors ça va vous paraître pas grand-chose, 2,5%. C'est vrai que dit comme ça, c'est pas énorme. Mais Sandra l'a dit, sur le nombre global d'interactions d'un client aussi gros que l'URSSAF ou même plus petit, vous avez effectivement, ça représente quelque chose d'énorme en termes de gain de productivité. Après, en termes de clients, cette fois-ci, eh bien, la réponse elle est simple. On a une augmentation de 20% du Customer Experience grâce à la mise en place des parcours fluides, des bots et des valeurs ajoutées traitées par les agents. C'est bien noté. Merci beaucoup pour ces précisions. Sandra Collomb, on m'a dit, mon petit doigt qui m'a dit, figurez-vous, que le client a passé en fait une seconde étape dans sa transformation, notamment en automatisant sa relation client avec des bots. On en parlait effectivement à l'instant. Vous pouvez nous dire quoi sur ce point? Oui, tout à fait. Alors, le constat, c'est un accroissement des volumes, des interactions, parce qu'on avait canal voix et courriel, on ajoute d'autres canaux, mais ça ne diminue pas pour autant, de manière massive, les canaux initiaux. Comme n'importe quelle entreprise, l'URSSAF n'a pas des agents à mettre comme ça. Donc, il y a un vrai enjeu d'être capable d'apporter la réponse et avec des ressources limitées. Donc, l'automatisation, l'AI, l'utilisation de l'intelligence artificielle, c'est l'Eldorado, je dirais, des contact centers, des services clients, parce que c'est un moyen, comme le disait Aurélien, de solliciter à bon escient les agents tout en utilisant l'intelligence artificielle sur des demandes dites simples ou également amener le parcours en self-service, c'est-à-dire que le cotisant ou le client puisse de lui-même trouver les informations. Donc on connaît tous les sites internet, on connaît tous le SVI. À partir de ces points d'entrée des parcours, c'est comment on amène l'AI sur ces applications. Donc effectivement, l'URSSAF de Paris a commencé avec le chatbot parce que de leur site ursaf.fr, notamment autour de questions un peu fréquentes, on a pu amener le bot pour faire du chatbot. Et donc effectivement, aujourd'hui, on a quand même un volume de chatbot qui est non négligeable, 250 000. Donc ça, c'était leur première étape. Et la deuxième étape de ce projet de chatbot, c'est de le faire devenir conversationnel, c'est-à-dire un peu plus intelligent plutôt que de répondre à des questions, c'est de comprendre les intentions du cotisant et puis d'apporter des choix, des réponses multiples. Et au cas où que la réponse ne vous convienne pas, c'est de permettre d'aller déborder vers un agent en mode chat. Donc le chat va être implémenté pour pouvoir justement faire l'escalade du chatbot quand nécessaire. Donc ça, c'était la première initiative de l'URSSAF, de la Caisse nationale, pardon. Et la deuxième initiative, c'est sur la partie vocale. Donc c'est de déployer ce qu'on appelle donc un callbot, donc c'est cette fois-ci sur le vocal. Et l'objectif là, c'est bien évidemment pouvoir faire du self-service, donner de l'autonomie donc aux cotisants, aux clients, mais c'est aussi un moyen de mieux qualifier les demandes, les questions posées par les cotisants. Et l'intérêt pour ça, comme le disait tout à l'heure Aurélien, c'est d'amener une conversation beaucoup plus ciblée et surtout d'aller chercher le bon agent. C'est-à-dire que je rappelle qu'un des KPI, c'est 100% des appels ou des interactions traitées au premier contact. Pour faire ça, il faut aller chercher l'agent le plus compétent,
par rapport à la demande et d'avoir bien qualifié cette demande. Donc voilà, l'automatisation, c'est à la fois un moyen de gérer de la masse, mais aussi d'affiner la qualité vis-à-vis, je dirais, des agents qui sont les experts dans l'histoire. Ça a été, on m'a dit en tout cas 300 conseillers au départ et c'est en train de s'étendre, c'est ça, petit à petit? Alors comme toute démarche avec l'URSSAF, c'est le mode test and learn. Ouais, donc c'est on ça. essaie un petit peu sur un petit périmètre, sur un public. Et puis ensuite, on voit comment ça se passe et on essaie d'étendre, de dupliquer, etc. Donc effectivement, on a commencé avec 300 agents qui traitent donc la partie chat, principalement encore sur les métiers auteurs, artistes et puis professions et les auxiliaires médicaux. Donc c'est des professions qui sont assez digitales, donc ça matche bien. Et donc du coup, ensuite, en fonction des résultats qui sont satisfaisants, il y a des volontés d'étendre. Et donc, Merci on beaucoup. sera 1500 potentiellement agents à faire du chat. Voilà. C'est l'idée, en tout cas, Voilà, c'est bien noté. tout à fait. Aurélien Lager, on parle beaucoup de digitalisation des process, évidemment, Tout à surtout fait, en oui. ce moment. C'est quoi la part de l'humain par rapport à cette automatisation et j'allais dire, comment est-ce qu'on peut arriver à trouver aussi le bon équilibre? Alors, on en a parlé déjà tout à l'heure, effectivement, l'idée, c'est d'avoir une solution déjà qui vous permette de pouvoir faire la part des choses entre le bot et l'humain. C'est le cas de nos solutions. Le but, effectivement, du bot, on l'a dit, je pense qu'il faut l'amener de manière, déjà, il faut le réfléchir de manière globale, d'accord. L'avantage d'une solution comme Genesis, c'est qu'elle va vous permettre d'utiliser les bots sur tous les canaux, d'accord. Donc, vous pouvez penser votre bot de manière globale, l'utiliser sur la voix et les canaux digitaux. Maintenant, l'idée, effectivement, c'est, comme on l'a dit, de voir jusqu'où on pousse le curseur entre le bot et la partie agent. Pour le bot, c'est assez simple, on l'a dit, faible valeur ajoutée, bien évidemment, mais aussi tout ce qui va être self-service. Sandra en a parlé, et c'est un vrai différenciant et un vrai atout majeur du bot. Ça va être effectivement tout ce qui va être tâches récurrentes, même du paiement, on peut aller jusqu'à du paiement sécurisé en ligne directement grâce à nos solutions intégrées avec des bots. Après, comme on l'a dit, pour le reste, il restera toujours des interactions qui ne seront pas self-serviceable avec des bots. Donc pour ça, effectivement, on a besoin d'escalader vers un agent. Le but de l'agent, par contre, c'est de l'accompagner. Et grâce à nos solutions, on a des mécanismes toujours basés sur l'IA qui vont lui permettre d'apporter en temps réel une analyse de la conversation et des réponses appropriées, les plus pertinentes possibles, pour pouvoir proposer ces réponses aux clients. C'est quoi votre vision d'expert en tant qu'éditeur et les conseils que vous pourriez donner aujourd'hui? Alors, les conseils, c'est le mot d'ordre, c'est fluidité, simplicité. Ça, c'est vraiment ce qu'il faut réfléchir. Et parcours global, je l'ai dit, y compris sur le bot. L'avantage qu'une solution omnicanal comme Genesis, c'est que vous allez pouvoir à tout moment passer d'un canal à l'autre. Donc, pensez vraiment les bots et votre parcours client de manière globale. Qu'il commence sur le net, d'accord, avec nous avons des solutions qu'on appelle le Predictive Engagement qui vont vous permettre d'analyser directement le parcours de votre client et ses événements, ce qu'il va aller regarder sur votre site et ainsi de suite. Et par rapport à ce parcours, en fait, on va déclencher proactivement effectivement un engagement avec le client. Ça commence par ça. Derrière, on va engager avec un bot ou pas, au choix. C'est au client de décider. Et puis, vous allez derrière accompagner ce processus d'IA jusqu'à l'agent, comme je le disais, avec un accompagnement en temps réel pour proposer les meilleures réponses adaptées. Merci beaucoup, Aurélien. Sandra, en quoi le contexte actuel a été, j'allais dire, catalyseur d'un usage plus important du digital à l'URSSAF? Alors déjà, la crise Covid, c'est le boom qu'on attendait pour booster les entreprises à utiliser le digital, puisqu'on ne pouvait plus... tous à la maison, plus de boutiques, machin. Donc tout ça, c'est dans notre esprit de consommateur, ça joue énormément, puisqu'on est dans une acceptation qui n'était peut-être pas vraie avant le Covid. Un peu imposé, on va dire aussi, quelque part. Ouais, mais bon, c'est la vie, quoi. C'est ça, voilà. exactement. Et donc, au sein de l'URSSAF, pour la population dont je citais tout à l'heure, les artistes-auteurs, qui n'avaient quasiment plus d'activité, puisque plus vraiment de salons, plus d'événements, etc. Ils ont, et qui est une population qui a tendance à exprimer sa voix, comme on dit, la voix du client. Voilà. Donc, fort de toute cette démarche, l'URSSAF a aussi donc introduit le réseau social Twitter pour pouvoir en fait écouter ce que disait cette population particulière. De façon positive, pour pouvoir en fait adapter, je dirais, finalement leur processus à ce que vivait cette population dans cette crise du Covid. Et donc l'idée dans un premier temps, c'était une analyse à froid, on va dire, de ce qui était dit, de manière à ce que ça puisse préparer les agents à répondre à ce type de requêtes, voire même à anticiper, puisque là, l'URSSAF de Paris
enfin les URSSAF en général, pardon, ont pris l'initiative de faire de l'appel sortant et d'être proactifs vis-à-vis de cette population. Et aujourd'hui, on est à environ 1000 tweets par mois qui sont gérés par l'URSSAF, gérés globalement. Donc bon, c'est quand même de dire que notre administration, globalement, le service public, va aussi sur ces canaux pour être géré en lien avec son marché et ses clients. Et ça voilà. avance rapidement en plus. Ouais, c'est vraiment, ça a été fait en mode agile. Je pense qu'il y a aussi une équipe au sein de l'URSSAF qui est assez punchy, donc qui a une volonté réellement développer le service, ça veut dire quelque chose chez eux. Ça en fait partie, de pouvoir donner plus d'opportunités aux cotisants pour atteindre l'URSSAF. Donc voilà, donc ça c'était la dernière initiative, je dirais, dans le cadre du Covid, en plus de ce qu'ils ont fait au préalable. Et bien évidemment, il y a quand même un élément important qu'on n'a pas souligné, mais un vrai travail aussi de reporting, parce que l'objectif, c'est aussi d'être très agile dans la réaction, action-réaction, et donc de monitorer tous ces éléments-là pour pouvoir être au plus proche. Alors, il y a toujours des parcours chaotiques, c'est pas un long fleuve tranquille. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, sur ursaf.fr, dans le cadre de la transparence, il y a une publication de ce qu'on appelle le CSAT, le Customer Satisfaction. Et d'ailleurs, ils ont divisé la partie entreprise de la partie particulier avec un certain nombre de KPI, donc d'indicateurs. Donc c'est très transparent. Les scores sont bons, ils pourraient être meilleurs. Mais il y a quand même des scores de satisfaction de 8 et de 7 et quelques, je crois, pour les entreprises. Donc, ce qui est quand même, pour moi, d'un point de vue bon. Voilà. Oui, c'est positif. Ouais, c'est positif. C'est très positif. Est-ce que, Sandra, vous pourriez nous donner peut-être en complément un exemple d'outil qui vous a permis d'être plus efficace dans le traitement des réponses? Oui, bien sûr. Alors, dans le cadre de cette étude-là, puis tout au long de l'analyse, on a constaté que 36% des communications, enfin des interactions avec l'URSSAF, Caisse nationale, provenaient principalement d'une difficulté de navigation sur le site ursaf.fr et puis sur les espaces, votre espace privé dans le cadre du site internet de l'URSSAF. Et donc, l'objectif, là, ça a été de mettre en place le CoBrowse. Donc, CoBrowse, c'est l'aide à la navigation, excusez-moi. C'est de la co-navigation, c'est ça en gros? C'est de la co-navigation, exactement. Donc, bien évidemment, ça, c'est fait de manière sécurisée, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que le cotisant a appelé que l'agent il peut prendre la main sur le PC du cotisant. Donc, c'est dans un environnement sécurisé avec des mécanismes de code uniques, etc. L'intérêt, là, c'est d'accompagner le cotisant dans sa démarche. Et souvent, c'est par exemple les auto-entrepreneurs qui sont aussi cotisants comme tout le monde et qui parfois dans la déclaration de leurs revenus, c'est un peu compliqué et donc ils ne savent pas trop où remplir. Enfin, c'est comme on a fait récemment notre fiche d'impôt, c'est un peu compliqué. Là, la cotisation, c'est pareil. Et donc là, l'idée de l'URSSAF dans amener du service et être auprès des cotisants, c'est d'installer cette fonctionnalité sur leur centre de contact de manière à accompagner dans la démarche les cotisants. Voilà. Et on en est où là en termes de délai? Est-ce que c'est Alors là, on est en mode expérimentation, et en mode expérimentation donc sur la population auto-entrepreneur. Mais les retours sont aussi positifs. Donc, bien évidemment, en fonction des typologies d'appels qu'ils nécessiteront, le CoBrowse sera ouvert. Ouais. C'est noté. Merci beaucoup, Sandra Collomb. Je vais vous laisser conclure cette session. Qu'est-ce que vous auriez envie de nous dire pour terminer? Je ne sais pas, peut-être 3 points, on va faire en 3 points. Le premier, c'est que la démarche qu'on a mise en œuvre avec l'URSSAF, l'URSSAF, ça paraît être une grosse entreprise, beaucoup de monde, beaucoup de moyens, mais finalement, la démarche en elle-même, elle est applicable à n'importe quel type d'entreprise. En fait, tout le monde aujourd'hui sur un centre de contact ou un centre de service enregistre. Donc, vous avez tous des recordings qui dorment. Donc, comme un de mes collègues au sein d'Orange qui a écrit un livre « Sortez vos données du frigo ». Donc, vous les avez, utilisez-les. Donc, ça, c'est le premier message. Le deuxième message, c'est le test and learn. C'est comment faisons petit, regardons ce qui se passe, travaillons sur des parcours personnalisés. Et là, on est sûr d'avoir après un taux d'appropriation et d'adoption plus élevé, plus fort. Donc ça, c'est le deuxième message. Puis le troisième message, c'est avec les technologies, et je pense qu'Aurélien va en parler, le cloud, ça permet quand même d'accéder plus facilement à toutes ces petites innovations. Ça permet aussi de facilement mettre en œuvre le mode test and learn. Donc voilà ma conclusion.
Aurélien? Effectivement, je rejoins les propos de Sandra. On a parlé de flexibilité, de nouvelles technologies. Le cloud, c'est un atout majeur aujourd'hui pour tous ces aspects parce que vous pouvez tout simplement travailler depuis n'importe où, avoir accès à toutes ces fonctionnalités très simplement. Et puis surtout, vous avez, on l'a dit, commencer petit et grossir, c'est le principe même du cloud où vous allez pouvoir justement avoir une scalabilité avec ces outils. Donc notre préco, effectivement, c'est vraiment de se tourner vers ces solutions. Merci beaucoup à tous les deux. Moi, la question que j'ai envie de vous poser aujourd'hui, et depuis le temps aussi que vous travaillez ensemble entre OBS et Genesis, comment est-ce que la relation de travail a évolué dans la gestion de la relation client de manière globale? Vous prend un peu au dépourvu. Non, c'est beaucoup plus collaboratif. Ouais. Voilà, une vraie présence des métiers, ce qui, quand on a commencé il y a 20 ans, 25 ans, oui, ça fait longtemps. C'était pas forcément le cas. Et les métiers aujourd'hui, finalement, ce sont eux qui décident, ce sont eux qui utilisent. Et je dirais que les équipes techniques, les DSI, elles sont là pour aider, pour implémenter, pour s'assurer que ce qu'on fait, c'est GDPR, on n'en a pas parlé, mais la RGPD, pardon, en français, que c'est sécurisé d'un point de vue données, voilà. Donc voilà, je pense que c'est beaucoup plus collaboratif, beaucoup plus dans un mode auto-apprenant, agile. Moi, j'ai connu les projets en mode de cycle en V qui duraient des années. Enfin voilà. Donc ça a vraiment changé et je pense que ça donne toute la dynamique autour de cette activité. Et une question pour tous les deux, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup d'agilité. Est-ce que l'agilité va de pair avec la rapidité? Parce que vous parliez, Sandra, de la capacité à faire du test and learn, c'est-à-dire d'apprendre, de tester des choses, de tomber, de se relever comme un enfant finalement qui se fait des bobos. Est-ce qu'on est dans une période aujourd'hui qui nécessite évidemment d'être adaptable, mais est-ce qu'il y a quand même une nécessité de faire les choses rapidement? Notamment par rapport aux enjeux des clients finaux, bien évidemment. Oui. Je pense que la rapidité, on voit bien que notre monde change. Regardez la disruption qu'il y a pu avoir sur certains marchés, les taxis, n'importe quoi. Le e-commerce versus les magasins, même si aujourd'hui on parle de digital, on essaie de lier les deux. Oui, non, mais évidemment, la rapidité, c'est important. Il ne faut pas confondre avec précipitation. Donc je pense qu'il y a le sujet j'analyse, mais je n'ai pas besoin de mettre 10 mois pour analyser, puisqu'il y a des choses qui existent déjà, que ce soit les reporting, que ce soit les recordings dont je parlais tout à l'heure. Il y a des outils qui permettent de le faire, les outils sont là, ils sont en plus plutôt performants. Et puis le mode de test, et je pense qu'aujourd'hui toutes les entreprises, que ce soit une grande entreprise ou une plus petite entreprise, l'agilité, alors c'est un bien grand mot, mais le mode je fais vite, je teste, je reviens, j'accepte l'erreur, ce qui est quand même aussi nouveau dans notre façon de penser, en tout cas pour les Français. Donc voilà, tout ça, ça contribue, je dirais, à doper le monde du cloud, du CCaaS, des as a service, comme voilà. Et justement, Sandra, vous parlez du cloud, on a une question pour vous, Aurélien, qui vient d'arriver et qui nous est transmise évidemment par nos internautes. Je rappelle que vous pouvez poser toutes vos questions à nos intervenants directement via votre écran sur votre droite. Une question qui nous est soumise par Sandrine. Comment est-ce que vous voyez la croissance du cloud en France ? Elle est majeure. Aujourd'hui, c'est le sujet. On a très peu de sujets sur des solutions de type on-premise. On a encore effectivement des demandes pour des besoins très spécifiques, mais c'est clair que depuis quelques années, et ça a été encore plus révélateur avec le Covid, il y a eu une explosion complète du cloud. Et nos solutions ont permis notamment pour nos clients de pouvoir déployer des solutions cloud, Genesis Cloud, en 72 heures pour pouvoir répondre justement aux besoins des rapides responses avec nos clients. Merci encore à tous les deux. Sandra Collomb, responsable marketing d'Orange Business Services et Aurélien Lagier, Cloud Partner Manager chez Genesis pour CX Paris by Relations Clients Magazine. Merci bien. Merci.
Merci.